C'est hyper important en fait d'avoir les bons ordres de grandeur pour pouvoir agir, parce que sinon on peut vraiment en fait s'épuiser à faire des efforts qui auront un impact très faible, alors qu'il y a des grands changements qu'on peut mettre en œuvre qui seront peut-être moins douloureux, mais au moins on choisit où on met ses efforts. On est ravis d'accueillir ce soir Lou, qui est data analyst chez Carbone 4 et cofondatrice de Data for Good, et Thomas, cofondateur de Magellan, qui conseille les entreprises sur leurs sujets environnementaux et notamment sur leur empreinte carbone. Et avec vous, on va discuter ce soir de comment la technologie et la data peut nous aider à répondre à des problèmes environnementaux et notamment sur les sujets d'empreinte carbone. On voulait peut-être commencer par toi, Lou, surtout sur ton parcours, au travers de ton expérience et aussi de ta formation. Comment c'est venu toute cette trame jusqu'à arriver à Carbone 4 Finance ? Alors du coup, moi, je pense que je suis arrivée un peu que ça a un peu toujours fait partie des questions que je me posais. J'ai très tôt eu envie de donner du sens à mon travail. Et en fait, j'ai fait un premier stage, donc plutôt dans la data au début, dans la publicité vidéo en ligne. Et en fait, pour moi, c'était vraiment mon premier stage et ça a un peu été une révélation que, en fait, j'étais vraiment incapable de travailler sur des sujets qui faisaient pas sens pour moi et qui qui contribuaient pas de manière un peu plus active à essayer d'améliorer la société. Et donc, du coup, en fait, la conclusion de ce premier stage, c'était vraiment de me dire, maintenant, il faut que je trouve des sujets qui me portent et dans lesquels j'ai l'impression de donner du sens à ce que je fais. Et donc, du coup, je me suis d'abord orientée un peu vers le gaspillage alimentaire. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an et demi chez Phoenix, que vous avez accueilli. Qu'on connaît bien. Exactement, qu'on connaît bien. Donc, si vous avez suivi les autres épisodes. Une super boîte avec des valeurs géniales, etc. Mais progressivement, j'avais envie de monter plus en compétence sur les sujets data. Donc je suis allée faire le wagon pour acquérir plus des compétences techniques, parce que j'étais vraiment convaincue que dans ces structures-là, qui avaient vraiment beaucoup d'impact, il y avait un enjeu d'avoir des gens vraiment structurés et qui pouvaient apporter vraiment ce que peut apporter la data pour faire scaler des projets. Et puis de fil en aiguille, donc d'abord un premier autre travail en sortant très tech, mais où je me retrouvais pas assez sur la partie environnement et radicalité du métier que je faisais. Et du coup, en fait, le confinement, ça a été une super occasion pour moi aussi de remettre tout en question et de changer de boulot. Et du coup, j'ai rejoint Carbone 4 Finance il y a 1 an. Et avec vraiment l'idée de dire que je n'avais pas envie de faire de concessions et d'arriver à allier vraiment la partie data et la partie climat avec mes valeurs et des gens qui les portent vraiment fort. Et quand je dis radical, je trouve vraiment cette idée d'essayer de prendre le problème à la racine, quoi. Et dans ta formation, avant ton expérience pro, est-ce que tu avais déjà ces sujets environnementaux en tête ? Est-ce que c'était des sujets qui étaient abordés dans ton école aussi ? Oui, il y avait un master quand j'étais à l'ESSEC et c'était le master Innovation Entrepreneuriat Social que j'ai fait du coup, qui était vraiment génial ce que ça m'a vraiment apporté, c'était à la fois des rencontres. Donc c'est vrai que j'avais un peu l'impression quand même de me sentir toute seule, un peu un ovni au milieu de personnes qui avaient moins... je dis pas du tout que tout le monde, que personne veut travailler dans l'environnement, etc. Mais c'est juste que dans l'environnement école de commerce, j'avais un peu l'impression que c'était pas partagé par tout le monde. Et puis un peu d'avoir des petites doses d'environnement au milieu de milliards de cours. Pas de parcours dédié, quoi. Voilà, ouais. Pas de parcours dédié et surtout...
on te saupoudre d'environnement, mais tout le reste de tes cours, les modèles économiques que tu apprends, tout ça, ça reste très classique. Et en fait, ça remet pas du tout en question. Enfin, c'est pas réactualisé avec les problématiques de notre temps. Donc, il y avait beaucoup d'interrogations sur ça. Et du coup, donc, les rencontres de gens qui pensent un peu comme toi, donc ça fait du bien pour s'aider à avancer. Et surtout aussi, les rencontres d'entrepreneurs et de gens qui agissent au quotidien, parce que c'est très axé sur la rencontre d'entrepreneurs et d'entrepreneurs et d'entreprises qui essayent de faire bouger les choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper formateur, dans le sens où parfois on a envie de se dire j'ai envie de donner du sens, mais on sait même pas ce que ça veut dire, on sait pas comment ça peut s'incarner dans la vie professionnelle, etc. Et pour moi, il y a vraiment qu'en rencontrant des gens qui font qu'on arrive à s'orienter, à mieux définir ce qu'on a envie de faire et à trouver le sens qui nous est propre, quoi. Donc ça, je trouve que c'était vraiment chouette. Et Thomas, alors toi, tu as cofondé Magellan. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que fait Magellan et ton rôle, toi, dans la structure ? Ouais. Alors, donc nous, on est Magellan. On est un cabinet de conseil en stratégie climat. Ça veut dire qu'on accompagne des entreprises et des investisseurs à mettre en place des stratégies de réduction, des stratégies de transition bas carbone. C'est-à-dire qu'on les accompagne à s'aligner sur les objectifs climatiques. On a un gros problème climatique, on émet beaucoup trop de gaz à effet de serre, et si on veut pas avoir trop chaud demain et pas trop subir, il faut que les émissions baissent de 5% par an. 5% par an, c'est beaucoup, et donc il faut que chaque entreprise, idéalement, et chaque investisseur qui possède tout ou partie de ces entreprises, accompagne ses participations à réduire ses émissions. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Pour ça, il y a tout un tas de choses tout un tas de leviers qu'on peut actionner. On fait de la formation, on fait de la comptabilité carbone, on fait des feuilles de route climat, et on travaille sur différents secteurs. On travaille notamment dans l'industrie, en tout cas pour les entreprises qu'on accompagne, et puis pour des investisseurs, on a pu travailler avec la Banque publique d'investissement, avec des investisseurs privés, ce type de choses. Et qu'est-ce qui t'a mené là ? Qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'a amené à créer Magellan ? Alors, différentes choses, ça dépend d'où on repart. Si on repart plutôt comme Lou l'a fait de son école, ou en tout cas de sa formation, moi, un élément qui a été fondamental dans ma formation, c'est lorsqu'en 2014, je suis parti travailler en Inde. C'était vraiment pas pour ça que je le faisais, mais je me suis retrouvé à travailler dans l'industrie des bijoux. En fait, dans l'industrie des bijoux fantaisie, donc le type de bijoux que vous retrouveriez chez H&M, chez Promode, chez Galeries Lafayette. Et l'objectif de mon activité sur place, c'était de m'assurer que les bijoux produits en Inde, vendus en France, ou en tout cas dans les pays d'Europe de l'Ouest, soient bien produits. Ces bijoux-là, c'est des bijoux en laiton qui sont plaqués et qui en fait subissent tout un tas de processus chimiques de transformation pas génial. Et quand on a 23-24 ans, se rendre dans les usines, voir les centaines d'ouvriers ou d'ouvrières, le plus souvent c'est des ouvrières, faire ces productions à la chaîne, voir les conditions de travail et voir en face la manière dont c'est mis en avant par les entreprises, c'est une bonne découverte du greenwashing, mais à échelle réelle. Et donc quand on voit ça, qu'on a 23-24 ans et qu'on a encore des illusions sur le monde, c'est assez marquant. Et donc en revenant, j'ai eu envie de m'engager un peu plus. J'ai travaillé plutôt dans le numérique pour un projet de l'ESS. On voulait favoriser un projet qui s'appelle Vendredi, qui existe toujours. On voulait favoriser le fait que des salariés d'entreprise travaillent en association. Donc c'est du don en nature. Au lieu de donner de l'argent, je donne du temps de travail de mes salariés. Et donc ils peuvent dédier une demi-journée par mois, une journée par semaine à des projets ESS. Et lorsque je suis parti, en 2019, j'avais du temps, j'ai commencé à ouvrir un peu la boîte de Pandore des sujets climatiques. Quand on ouvre la boîte de Pandore des sujets climatiques, on ne fait pas vraiment marche arrière. Ou alors, parfois on fait marche arrière parce que ça nous fait trop peur. Et on fait l'autruche. Et c'est tout à fait légitime. Parfois on ne fait pas marche arrière. Ça a été mon cas. Et donc j'en suis venu à lancer Magellan pendant le premier confinement, donc en mars 2019, et à faire des stratégies climat. Et est-ce qu'on pourrait revenir sur ce que c'est que vos métiers au quotidien dans vos deux structures? Alors peut-être Lou chez Carbone 4. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton rôle de data analyst chez Carbone 4? Est-ce que c'est que ton quotidien? Ouais. Alors en fait, moi je travaille chez Carbone 4 Finance, qui est donc en fait le nom que tout le monde connaît, c'est Carbone 4. Donc mais en fait, il y a un groupe qui est structuré en plusieurs entités.
dont une partie que tout le monde connaît, qui est la partie conseil, en fait, où là, en fait, ça va être on va travailler directement avec des entreprises qui vont venir nous voir et qui vont nous demander d'évaluer leur empreinte carbone et de les aider à mettre en place des plans de réduction pour, une fois qu'elles ont compris quels sont leurs principaux postes, arriver à les réduire. Il y a aussi toute une partie vraiment du conseil qui est comment contribuer au développement méthodologique de la comptabilité carbone de manière générale, en construisant des référentiels, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie conseil. Et la partie finance, du coup, là, on ne va pas travailler directement avec les entreprises, mais avec les investisseurs. Et on va les aider à comprendre l'impact de leur portefeuille d'actifs et de leurs investissements. Et du coup, en fait, on est un peu comme une espèce d'agence de notation qui va recalculer les risques auxquels sont exposés les actifs financiers. Donc, on va calculer différents types de risques, les risques de transition, qui sont liés vraiment à la dépendance au carbone et au passage dans une économie bas carbone, les risques qui sont liés à la biodiversité et les risques qui sont liés, les risques physiques, donc là qui sont liés beaucoup plus à où sont situés les actifs, est-ce qu'ils sont dans des zones qui sont vraiment à risque avec le réchauffement climatique, voilà. Et en fait, toute la valeur ajoutée de ces données par rapport à d'autres, c'est que nous, en fait, on va développer des méthodologies pour chaque secteur, arriver à réestimer quelles sont les émissions réelles des entreprises, parce qu'il faut savoir que les entreprises, nous on calcule vraiment les plus grosses entreprises mondiales, donc qui ont des obligations de reporting, mais que sur leur scope 1 et leur scope 2. Donc le scope 1, ça va être toutes les émissions directes de l'entreprise, donc qui vont avoir lieu vraiment sur l'usine, si on fabrique par exemple du pétrole, donc ça va être toute l'énergie nécessaire, toute la combustion des fossiles qui a lieu sur place. Ensuite, le scope 2, ça va être des émissions indirectes, mais qui sont liées toujours à l'usage de l'énergie, donc par exemple l'électricité principalement. Et ensuite, donc en fait, le scope 1 et le scope 2, c'est un peu comme si on prenait une cloche et qu'on la mettait sur l'usine directement. Et le scope 3, ça va être toutes les émissions amont et aval qui vont être nécessaires à la production du bien et à son usage. Et donc, par exemple, si on reprend l'exemple de l'entreprise qui produit du pétrole, son scope 1 et son scope 2, ça va être toute l'énergie nécessaire à extraire le pétrole. Et son scope 3, ça va être 95% de son scope 3, ça va être lié à la combustion du fossile qu'elle vend, du pétrole qu'elle vend. Sauf que, en fait, réglementairement parlant, l'entreprise n'est obligée pour l'instant de reporter que son scope 1 et son scope 2. Donc en fait, si on regarde que le scope 1 et le scope 2, on passe à côté de 95% des émissions de cette entreprise. Très clair. Thomas, j'imagine qu'il y a des choses qui te parlent dans ce que dit Lou. Est-ce qu'il y a des choses en plus, en moins que vous faites chez Magellan, typiquement sur Oui, on a des activités qui ont des passerelles, ou en tout cas qui ont des liens entre elles. Moi, si je devais décrire ce que je fais, je pense qu'il y a 3 éléments. Le premier, c'est de parler du climat, de former les gens à ces sujets. Parce que, comme l'a dit Lou, aujourd'hui, il y a les réglementations. On pourrait penser que la réglementation a été faite pour qu'elle soit simple à éviter. On doit reporter ses émissions que sur une partie restreinte du scope, tous les 5 ans, et l'amende est telle que personne ne la paye et de toute façon personne ne la contrôle. Donc, si les entreprises agissent sur le sujet, c'est parce qu'elles ont envie d'agir. Si elles ont envie d'agir, c'est parce qu'elles ont compris le problème. Parce que globalement, le climat, c'est un grand renoncement. On va devoir, à titre personnel, manger moins de viande, prendre moins l'avion, prendre moins sa voiture, avoir un habitat plus petit, qu'on chauffe moins, acheter plus de choses d'occasion et avoir des télés plus petites. Donc quand on fait la liste des choses, normalement personne normalement constitué n'a envie de signer et de dire ok, je fais ça, c'est cool. Donc c'est un grand renoncement. Et donc si on renonce, c'est parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on sait aussi ce qu'on gagne. Et en l'occurrence, on gagne un monde qui s'est moins réchauffé. Et un monde qui s'est moins réchauffé, c'est un monde plus agréable pour tout un tas de raisons, pour soi et pour ceux qui viennent après. Donc d'abord, pour que les gens agissent, et pour que les gens veuillent agir, souhaitent agir, et pour qu'ils souhaitent agir dans leur entreprise, il faut qu'ils aient compris pourquoi ils renoncent. Et donc, comme c'est dur de renoncer, il faut passer du temps à leur faire comprendre, et à leur faire comprendre les impacts. Donc ça, c'est une des grosses dimensions de notre activité, c'est de parler du climat. Le second sujet qui se rapporte un peu à ce que fait Lou, c'est la comptabilité carbone. Donc
une fois que les gens savent pourquoi ils doivent agir, il faut qu'ils aient un peu la carte pour avancer. Donc pour ça, de la même façon qu'on fait de la comptabilité monétaire, on peut faire de la comptabilité des émissions, donc on compte les flux de CO2. Et une fois qu'on a fait ça, maintenant qu'on a la carte, on se balade un peu sur cette carte, et donc ça c'est l'étape d'après. C'est comment est-ce que j'amène les entreprises à évoluer, comment est-ce que j'aide les directions financières à faire des choix qui prennent aussi en compte les sujets climat, comment est-ce que j'aide les salariés à comprendre ces sujets pour que dans leur action quotidienne, il y ait des choses qui se passent, pour qu'ils fassent pression sur la direction, comment est-ce que je fais comprendre à la direction que s'il ne le fait pas à moyen terme, il y a des risques pour son activité, etc. Il peut quand même y avoir des leviers qu'on actionne et que les gens ont envie de suivre. Et donc là, c'est un peu plus de comment est-ce qu'on aide les groupes à changer. Donc c'est un peu plus de la conduite du changement qu'on peut retrouver sur d'autres métiers du conseil. Mais sauf qu'on on le fait spécifiquement sur le climat. Est-ce que tu as un exemple? Est-ce que tu peux nous parler d'un exemple d'une entreprise sans forcément la citer, que tu as accompagnée récemment? Est-ce que ça a enclenché comme démarche dans l'entreprise? Dernièrement, on a travaillé avec une entreprise de l'agroalimentaire qui fait des fruits et légumes surgelés. Donc c'est pas pour des particuliers, c'est plutôt pour des restaurateurs. Le modèle actuel, c'est globalement, j'achète des fruits et légumes à l'étranger, je les surgèle, je les ramène en France, je les prépare, je les resurgèle, je les relivre à l'étranger. Donc il y a tout un tas de flux physiques, donc du fret, maritime, routier, etc. Beaucoup de surgélation, donc beaucoup d'émissions, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire ça. Une usine qui tourne, et puis produire des framboises, produire des fraises, produire des mangues, ça va supposer des machines, des tracteurs, des engrais, des pesticides, donc des émissions un peu partout. Donc il y a déjà beaucoup de problèmes. En même temps, il y a beaucoup de leviers. Parce que l'agriculture, c'est un super moyen de réduire les émissions. Il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont donné espoir vis-à-vis du changement climatique. Il y en a une qui m'a donné espoir, c'est que les sols cultivés de la planète contiennent 2 fois plus de carbone que toute la biomasse, donc tous les arbres, toute la végétation extérieure. Et en fait, si on met du carbone dans les sols, on a le pouvoir de capter des très grandes quantités de dioxyde de carbone. Pour être précis, vous le couperez peut-être au montage, mais si on augmente la teneur en carbone des sols de 0,4% par an, donc de 4 pour 1000, 0,4%, sur tous les sols cultivés de la planète, on peut capter 50 milliards de tonnes de CO2 par an, ce qui est l'équivalent des émissions. Comment est-ce qu'on augmente la teneur en carbone des sols de 0,4%? Globalement, pour mettre du carbone dans les sols, on fait du compost, on met de la matière organique, etc. Okay. C'est simple quand on fait c'est relativement accessible quand on fait du maraîchage, parce qu'on peut couvrir les sols, etc., etc. Quand on fait des grandes cultures, du blé, du maïs, on ne va pas mettre du compost partout. Donc ça ne marche pas partout. Mais là, c'est vraiment intéressant parce que parfois, on se retrouve face à des entreprises pour lesquelles il y a peu de leviers. Autre exemple, on travaille avec une entreprise, un sous-traitant de l'automobile. 75% de ses émissions, c'est le fait d'acheter de l'acier. Ils produisent des pièces en acier pour les voitures. Ils ne vont pas arrêter d'acheter de l'acier. Il y a plus difficilement des choses à faire. Donc il y a aussi beaucoup de situations où on est face à en fait des incompatibilités. Vous prenez une compagnie aérienne, probablement que 80% de ses émissions ou 60% c'est le fait d'acheter du kérosène pour ses avions. Ils ne vont pas arrêter d'acheter du kérosène, donc ils ne peuvent rien faire en fait. Pour sortir peut-être du monde des entreprises et peut-être revenir plus du côté des particuliers, chez Carbone 4, vous avez publié là récemment une référence justement sur l'empreinte carbone moyenne française. Oui. Peut-être 2 questions. Pourquoi vous l'avez fait et qu'est-ce qu'on doit en retenir en fait? Comment interpréter tout ça? Alors du coup, oui, c'est donc MyCO2 qui est un autre projet de Carbone 4 qui est là vraiment tourné vers comment est-ce qu'on peut aider les particuliers à passer à l'action. Donc très récemment, ils ont recalculé du coup l'empreinte carbone moyenne d'un Français. En fait, la conviction de base, c'est de partir du principe qu'on ne peut pas agir si on ne sait pas de quoi on parle et si on ne connaît pas les principaux leviers d'action. Par exemple, quand on parle d'environnement, d'éco-gestes, etc., souvent les premiers trucs qui reviennent, c'est trier ses déchets. Et pourtant, quand on regarde en fait l'empreinte carbone moyenne d'un Français, on voit que c'est pas du tout le premier poste d'émission. Et donc c'est hyper important en fait d'avoir les bons ordres de grandeur pour pouvoir agir, parce que sinon on peut vraiment en fait s'épuiser à faire des efforts qui auront un impact très faible
alors qu'il y a des grands changements qu'on peut mettre en œuvre qui seront peut-être moins douloureux, mais au moins on choisit où on met ses efforts. Et donc du coup là, par exemple, si vous avez pris l'avion plus d'une fois, l'avion va être prédominant par rapport à la voiture. Donc en fait, si on est un citadin, si on est on habite plutôt à la campagne, etc., ça varie énormément, donc il faut quand même garder ça en tête. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est que dans l'alimentation, la viande a un impact très fort. En particulier la viande rouge, qui a un impact beaucoup plus une intensité carbone beaucoup plus élevée que le reste des viandes. On voit aussi que dans le logement, c'est le gaz et le fioul qui vont être prédominants. Et on voit aussi que dans les produits de consommation, tous ceux qui sont liés à la maison sont assez élevés. Donc une fois qu'on voit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Les leviers d'action individuels. Là, du coup, sur la partie alimentation, on voit que réduire sa consommation de viande, c'est un des plus gros leviers qu'on a à l'échelle individuelle pour réduire son impact carbone. Donc s'orienter vers des régimes où on mange moins de viande, c'est vraiment important. Sur la partie logement, si on a du gaz ou du fioul, le remplacer par des pompes à chaleur, etc. Ça, c'est des investissements, ça demande des investissements financiers. Donc c'est pas du tout le même niveau d'engagement. C'est important d'avoir ça aussi en tête. Mais c'est intéressant sur les déchets, parce qu'effectivement, les déchets, c'est 1% du total. C'est ça. Et pourtant, même les opérations publiques de sensibilisation ont énormément été focalisées sur la question des déchets. Bien sûr. On n'a jamais vu d'opération disant à la télé réduisez vos déplacements en voiture. Pourtant, on a mis énormément d'argent pour dire aux gens qu'il fallait trier. Je reviens sur le sujet du travail. Dans ce podcast, on accueille des personnes qui, à travers leur métier, travaillent dans des entreprises qui résolvent des enjeux sociaux et environnementaux. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent dans des entreprises plus classiques et qui veulent quand même s'engager et voir leur entreprise s'engager. Comment est-ce que vous conseillez à ces gens-là de procéder pour entamer, déclencher une démarche en interne et faire en sorte que son entreprise aille dans le bon sens? Est-ce que vous avez des idées de leviers, de bonnes pratiques pour les aider, ces gens-là? Je pense que c'est pas possible dans toutes les entreprises, malheureusement. Encore une fois, vous travaillez dans une compagnie aérienne. Il n'y a pas vraiment aujourd'hui d'alternative technologique à l'avion kérosène. Si la compagnie aérienne elle a qu'une flotte d'Airbus A320neo, les meilleurs du marché, les plus efficients, elle ne va pas pouvoir vraiment changer sa flotte. Donc, à moins de réduire volontairement ses parts de marché, ce qu'elle ne fera pas, il n'y a pas vraiment d'action. Donc, dans ces cas-là, malheureusement, à part démissionner, il n'y a pas de levier. Et tant que la transition du secteur n'est pas impulsée par une puissance extérieure qui dit on accepte de dégrossir la taille de ce marché, on finance la reconversion des personnes, il ne se passera rien. Ces gens-là ne pourront pas bouger. C'est malheureusement la question dans pas mal de secteurs. Vous travaillez dans le secteur de la viande bovine, chez un charcutier, ou dans un abattoir, dans une entreprise agroalimentaire qui produit ce type de choses. Vous travaillez chez Erta. En fait, il faut des porcs et des bovins, c'est comme ça, et donc ils vont développer peut-être des filières de viande végétale, mais malheureusement, il y a une partie de l'activité, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc je pense qu'il faut comprendre les leviers au niveau individuel, et dans la mesure du possible, et aussi de sa situation personnelle. Après, parfois, le seul levier, c'est partir. Mais ça, d'ailleurs, on le voit, on sent déjà une tendance dans les recrutements avec notamment les jeunes talents les jeunes actifs qui sortent d'école, qui s'engagent davantage dans des postes, dans des entreprises qui sont engagées et qui leur permettent de manifester leur engagement dans leur quotidien. Il y a ce manifeste étudiant pour un réveil écologique qui a engagé énormément de jeunes, à peu près 30 000, si mes souvenirs sont bons, étudiants. Et donc, on sent déjà, il y a la démission pour les gens qui y sont encore, mais aussi pour les plus jeunes qui nous écoutent, choisir des métiers dans lesquels les entreprises sont déjà engagées, parce que c'est là où, en fait, il y a un vrai levier. Oui, alors après, c'est vrai,
c'est une bonne chose. Je pense que c'est des initiatives à saluer et je salue tous les étudiants qui l'ont signé. Je crois qu'il y a 150 000 étudiants en école d'ingénieur, 300 000 par classe d'âge, donc par année. 300 000 quand on ajoute les écoles de commerce, et la population étudiante, ça peut-être plutôt 500, 600 000 par année. Donc les 30 000 représentent une part restreinte. Au-delà de ça, ce qu'il faut bien comprendre avec les enjeux climat, c'est que les émissions doivent avoir réduit de moitié d'ici 10 ans. Si aujourd'hui vous intégrez une entreprise, dans 10 ans, vous ne serez pas à un poste de direction qui vous permet d'avoir les manettes. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des évolutions de la part des jeunes générations dont on fait partie, qui ont une conscience accrue. Néanmoins, ce n'est pas nous qui pourrons actionner les leviers, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à ces postes de décision. De la même façon, espérer qu'en diffusant à l'école les enjeux environnementaux et ces questions-là, ça apporte un changement, ça apportera peut-être un changement, mais ce sera trop tard. Donc c'est vrai que cette jeune génération a la possibilité de faire un peu pression, mais ce n'est pas eux qui pourront actionner des transitions. C'est les gens qui sont aujourd'hui à des postes de direction ou des vrais postes à responsabilité. Donc c'est toujours à nuancer, je trouve. Mais après, je voudrais quand même souligner que pour un réveil, ils essayent vraiment de jouer ce rôle, d'aller challenger les dirigeants, de les faire sortir de leur zone de confort et d'aller les questionner aussi. Et donc en fait, là où ils jouent un rôle important, c'est aussi, ok, ils ne sont pas au poste de décision, mais ils vont secouer le cocotier pour essayer, autant que faire se peut, de faire entendre ces sujets. Et moi, je trouve qu'ils sont impressionnants d'engagement et de volonté de faire changer les choses de manière radicale, pour le coup. Ce qu'on aime bien faire aussi dans le podcast, c'est de demander à nos invités des contenus à recommander, surtout en lien avec vos sujets à vous. Tu parlais de MyCO2 tout à l'heure, je pense que c'est hyper important que tout le monde fasse ce travail-là à la maison. Est-ce que vous avez d'autres contenus à recommander, que ce soit des livres, des bouquins? Alors, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de contenus. Ouais. Et c'est vrai que c'est hyper positif, parce que vous allez dans une librairie aujourd'hui, le rayon écologie il est extrêmement dense, et il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées de plein de façons différentes, donc c'est assez vaste. Un des livres sur le sujet qui m'a bien plu, en fait j'ai relu le rapport Meadows, donc Limite à la croissance, écrit dans les années 70. Quand on lit ça, c'est absolument d'actualité. On pourrait imaginer que ça a été écrit en 2020. Mais ça démontre vraiment deux choses que j'avais pas forcément bien compris au départ. Déjà, l'impossibilité totale de poursuivre la croissance, de la production matérielle, de la croissance physique, etc. Et puis, donc le rapport Meadows, c'est aussi... en fait, à modéliser la trajectoire de croissance, des pollutions, de la production industrielle, de la production alimentaire, de la démographie, etc. Et donc un modèle qui court de 1980 jusqu'à 2100. Et on voit comment les courbes évoluent. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est tout à fait suivi. Et après, on voit que ça monte très vite et puis que ça s'effondre encore plus vite. Et donc, c'est aussi ça qui est parfois utilisé, en tout cas qui est plutôt dans le milieu de la collapsologie, ou ceux qui parlent de l'effondrement, qui utilisent ces courbes, en tout cas c'est souvent évoqué. Et j'avais jamais trop compris pourquoi est-ce qu'après avoir monté à un certain rythme, on redescendait pas tranquillement au même rythme, et puis à la limite, il y avait une décroissance, mais voilà, au même rythme, et ça allait. Et en fait, non, les courbes, elles font plutôt... Et ce livre explique très bien ça, et explique très bien pourquoi... la décroissance qu'on va vivre se fera pas forcément au même rythme que la croissance et pourra être plus brutale. Cette lecture, elle m'a marqué déjà parce que ça interroge le fait que ce soit écrit il y a 50 ans et qu'on soit à peu près au même point. En tout cas, les émissions n'ont jamais baissé. Et ça permet de comprendre beaucoup de choses sur la croissance physique, les limites planétaires et l'interrelation de tout un tas de choses, les pollutions, les terres, la production alimentaire, l'utilisation d'énergie, etc. Donc c'est vraiment une lecture que je recommande. Ok. Et toi, Lou ? Alors, du coup, moi, je vais essayer de lister différents types de contenus que j'aime bien suivre. Donc, sur la partie un peu médias, réseaux sociaux et blogs, je trouve que Bon Pote fait un travail génial de vulgarisation et des enjeux climatiques, et aussi
d'interpellation des gens de manière vraiment intéressante. Il y a des podcasts aussi que je trouve vraiment bien, comme Sismic ou Présage. Je fais un peu du name dropping là, mais... Non, mais c'est très bien. Et après, un bouquin aussi que moi j'ai adoré, parce qu'en fait, tout à l'heure, Thomas il disait c'est le grand renoncement et tout. Bon, ça donnait pas très envie. Ça donnait pas très envie d'aller vers la transition. Et moi, je trouve qu'il y a quand même cet enjeu hyper important de réinventer les imaginaires et aussi de dire c'est un grand renoncement, mais en fait, c'est un renoncement qui peut aussi nous enrichir et nous tourner vers d'autres choses, d'autres manières de se nourrir intellectuellement, plutôt que par de la consommation, par exemple. Et il y a un auteur, moi, que j'adore, qui est Baptiste Morisot, dont son dernier ouvrage qui est Manière d'être vivant. Et moi, je trouve que c'est un des auteurs aujourd'hui qui arrive le mieux à incarner ce truc qu'on dit tout le temps de il faut réinventer les récits, mais c'est très dur de le faire. Lui, je trouve qu'il le fait par son écriture, par la manière dont il raconte ses histoires et comment est-ce qu'il va pister des loups. Et du coup, je recommande vraiment ce bouquin qui est très... Oui, je recommande aussi. Il y a deux éléments que j'ai tirés de ces livres et que j'ai trouvé très, justement, porteurs d'espoir, mais c'est un peu assez proche de l'agriculture et de ce que je pouvais dire. Ici, 2 situations. On a arrêté alors que les populations de baleines bleues s'effondraient complètement dans les années 70, on a arrêté de les pêcher, elles sont revenues à leur niveau. Donc en fait, les écosystèmes se remettent. Et pour montrer aussi la richesse du vivant, il donne un exemple. Vous prenez une orchidée, si toutes les graines que produit cette orchidée donnent naissance à des nouvelles orchidées, vous auriez des orchidées sur la surface d'un terrain de foot ou de basket, bref. En 1 an, si vous refaites la même chose, je crois qu'en 2 ou en 4 ans, vous avez recouvert la planète d'orchidées. Parce que, bon, évidemment, ça se passe pas comme ça, parce que toutes les graines ne prennent pas, bref, mais il y a quand même cette logique aussi dans le vivant et cette capacité à reprendre naissance. Et c'est quelque chose, je trouve, qui porte beaucoup d'espoir, de se dire que si on arrête d'y toucher, ça peut bien se passer. Merci beaucoup à tous les deux. On finit sur cette belle image des orchidées qui reprennent vie. Un grand merci pour vos témoignages qui sont hyper éclairants. On aurait pu parler encore 2 heures sur ces sujets passionnants. On vous encourage en tout cas à suivre ce que font Magellan et Carbone 4 et Carbone 4 Finance. Et n'hésitez pas à suivre le reste de nos épisodes qui sont à venir. À très bientôt. Merci à vous. Merci.